Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer Repartons. Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent. C'est l'histoire de la grenouille. Si on plonge une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va tout de suite se barrer. Si on plonge une grenouille dans de l'eau froide et qu'on vient augmenter très légèrement à chaque fois d'un demi-degré, elle va rester jusqu'à être ébouillantée. Cette histoire de la grenouille, c'est ça l'histoire de l'emprise. Et c'est ça l'histoire de l'emprise avec un pervers narcissique. Donc tout ça se délite sur de nombreuses années. C'est ton regard. Oui, c'est sûrement ton regard qui m'a convaincue. Encore maintenant, je me demande pourquoi. Car contrairement à d'autres, il y avait tellement de signaux d'alerte. J'avais 20 ans. J'avais envie de vivre à fond. J'étais belle, curieuse, joyeuse, mais j'étais grosse et je doutais de moi et de mériter d'être aimée. J'ai 20 ans. Ça s'est fait lors d'une soirée où on était invité par des amis communs. C'est quelqu'un que je connaissais pas du tout et j'ai même failli pas arriver à cette soirée parce que des amis n'avaient pas tellement envie de venir et moi j'avais pas envie d'y aller toute seule. Donc c'est une rencontre qui aurait très bien pu ne jamais se faire. Et puis finalement, on s'est rencontrés là-bas. Alors on parle de cette histoire, nous sommes en 1992. Pierre, comme je le comprendrai presque 30 ans plus tard, va utiliser en fait une méthode très très classique de séduction qui porte un nom, qui s'appelle le love bombing. Pierre me plaît pas plus que ça, mais je vais devenir sa jolie proie qu'il va attraper entre ses griffes de façon, moi, très naturelle et sans pour autant comprendre ce qui va se passer. Je vais tomber amoureuse. Nous suivions les mêmes études, Pierre et moi. Il y avait aussi en lui l'idée de convoitise et ça, c'est ce qui me faisait peur. J'ai toujours eu peur d'être sur un tableau de chasse d'un homme. Voilà, on est étudiant, on fait des soirées, c'est la vie classique des étudiants. On va prendre un verre, on va se retrouver à danser et puis on va s'embrasser assez rapidement. C'est quelqu'un qui était extrêmement charismatique. Je me souviens très bien de son entrée dans la pièce avec son casque de moto. C'est quelqu'un qui m'a fait un effet waouh dès que j'ai posé les yeux sur lui. Et puis, je le trouvais beau en tout cas à ce moment-là. Je me souviens de son sourire en fait. C'était quelqu'un de très solaire. Je crois que c'est ce qui m'a plu tout de suite, son côté solaire. On s'était retrouvés un moment à discuter tous les deux et à faire connaissance en fait, parce que finalement, il y avait assez peu de gens que je connaissais pas à cette soirée-là. Puis le courant était bien passé, donc on a échangé nos numéros, puis on s'est dit qu'on aimerait bien se revoir. Moi, je sortais d'une relation qui avait été un peu compliquée et j'étais pas tellement dans l'objectif de me recaser, quoi. C'est surtout quand on s'est revus que là, il m'a plu vraiment parce que j'avais l'impression que quelqu'un s'intéressait vraiment à moi, à qui j'étais, à ce que je faisais. Et c'était assez valorisant dans cette période de ma vie où, en plus, j'avais été largué comme une chaussette dans le métro parisien et où je me souviens de cette relation précédente où je m'étais retrouvé en plein milieu de la nuit à Paris, sans toit pour crécher, à devoir appeler au secours mes parents pour qu'ils viennent me chercher parce qu'il n'y avait évidemment plus de train pour rentrer en Normandie. Donc oui, c'était assez valorisant cette discussion parce qu'il y avait quelque chose qui me réparait quelque part. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un d'extrêmement intelligent, voire même brillant. Et je crois qu'en fait, j'étais aussi dans cette quête-là, d'aller chercher quelqu'un avec qui intellectuellement ça pouvait aussi passer, qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Et le fait que je le trouve très beau, ça rajoutait quelque chose à l'équation. Il me faisait rire et il m'écoutait. Tout est allé très vite. Cette deuxième rencontre, elle s'est faite chez lui. Il m'a embrassé et c'était ok pour moi. Et j'étais même sur mon petit nuage. J'avais l'impression que c'était le début de quelque chose de chouette. Il est brillant. C'est un type hyper brillant. Et ça, je vais le comprendre très vite. Il est fin, il est brillant, il écrit extrêmement bien. Il est drôle, il me fait rire. Pierre va faire plus que ça. Je vais devenir une déesse, une princesse. J'ai toutes les qualités requises. Pierre me regarde comme si j'étais la 6e merveille du monde. C'est une méthode extrêmement classique, qui est très déstabilisante, qui s'appelle love bombing. Donc, on va donner à sa victime tout un panel d'amour, de sublimation, d'élévation au-dessus des nuages, qui ne succomberait pas à ça, particulièrement à 20 ans. En réalité, pendant plusieurs semaines, mois peut-être, on va être totalement idolâtré. Il y a de l'idolâtrie. Au début, en tout cas, les preuves d'amour sont multiples.
à tel point que Pierre habite encore chez ses parents. Moi, j'ai un appartement. Il va tout quitter. Et il va venir habiter très vite chez moi. Mais quand je vous dis très vite, c'est 24 heures, 48 heures. Le mot emprise n'arrivera pas pendant plusieurs décennies. J'étais amoureuse de l'image qu'il me renvoyait de moi aussi. Les premières semaines, quand je lui parlais de mon boulot, il trouvait que c'était formidable. Moi, j'avais des rêves assez dingues encore à ce moment-là. Et il me disait qu'on allait tout faire pour les réaliser parce que c'était important. Il me faisait croire que j'étais importante. Vraiment. C'était beau. Et j'avais à ce moment-là, de toute façon, aucune raison de me méfier. Parce que tout était paradisiaque. C'était vraiment la lune de miel. C'était un bonheur absolu. J'étais la 8e merveille du monde pendant à peu près 3 semaines. Sur le moment, on laisse tout passer parce que c'est trop beau d'être aimé. C'est sans doute pour ça, pour ton regard, où je me trouvais belle. Celui qui présage le début de belles aventures. Et puis, on a discuté des heures. Et le monde autour de nous, nos amis qui écoutaient de la musique, riaient parfois, nous espionnaient, demeurant bruyants, n'existait plus. Nous étions seuls au monde, nous formions une équipe. Est-ce ça le coup de foudre ? En tout cas, cette expérience où nous avions échangé notre premier et merveilleux baiser était suffisant pour que tu deviennes le sujet de mes rêves à venir, le personnage principal de mon avenir. J'avais besoin de son aval. Pendant cette période-là de ma vie, j'avais besoin de l'aval de mes pères. C'était pas ma famille, c'était mes amis, et puis c'était lui que je mettais sur un piédestal. La première des choses, ça va être l'idée de très très vite faire couple, c'est-à-dire de très vite de créer une forme d'obligation de faire couple, vivre ensemble, que ensemble, et dès que possible, faire famille. Pour le pervers narcissique, il va falloir à un moment donné ferrer sa proie. Dans le discours des experts de la perversion narcissique, ils appellent ça le ferrage. Il faut que la proie, à un moment donné, ne puisse plus avoir les moyens de partir. Quel meilleur moyen que de proposer de faire un enfant très rapidement, d'habiter ensemble très rapidement, pour avoir une emprise qui va être non plus uniquement à 2, mais très souvent à 3. L'enfant va être un moyen de ferrage très important. On a parlé enfant et je me suis dit, en même temps, c'est vrai que faire un enfant, c'est aussi la preuve qu'on peut avoir confiance en l'autre et puis qu'on est vraiment investi dans cette relation, parce que c'est quelque chose aussi qu'il pouvait me dire, que j'étais pas assez investi, qu'il pouvait pas croire en mon amour. Donc je me suis dit, allez, banco. Moi, je rêvais d'être maman et en fait, un enfant sur un socle qui n'est pas solide, de toute façon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Il va détruire, par exemple, tout ce qui va être relatif à mon ex. Et ça, je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite. Alors, ça va se poser comme ça, avec des petites interdictions que presque je comprends. C'est du chantage, c'est-à-dire, si tu m'aimes vraiment, si notre histoire a du sens, tu ne peux plus être en contact avec les gens avec lesquels tu étais en contact avec ton ex. Ce n'est plus possible. Tout ce qui va te rapprocher de ton ex ne peuvent plus faire partie de notre histoire. Nous devons ouvrir une autre page. La première chose qui m'a marqué, c'est un soir où on est parti se coucher, il allume son ordinateur et il me fait défiler des photos de ses ex-compagnes en me disant « Tu vois, t'as de la chance, parce que je t'aime vraiment pour qui tu es, ce qu'avant, je ne sortais qu'avec des mannequins. » Ça, c'est quelque chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Tu as de la chance parce que je t'aime. J'ai pas vu au départ. Alors aujourd'hui, je me dis que c'est absolument ahurissant et puis que je fuirais. Mais à ce moment-là, il m'avait tellement convaincu avant que j'étais quelqu'un de formidable que du coup, j'ai vu ça comme c'est vrai que j'ai de la chance. Je me souviens avoir été un peu meurtri et en même temps, j'essayais de me rassurer, j'essayais de me donner une bonne contenance en me disant oui, mais en même temps, c'est vrai. J'ai de la chance. Et puis il y a une petite fissure au fond de moi qui s'est créée en se disant tiens, il est allé toucher un point sensible, ma confiance en moi. Ça a été le début de l'enfer. Je dis j'ai accepté votre interview, mais moi je suis spécialiste de la périnatalité. Donc je vois beaucoup de femmes, donc un certain nombre de victimes, mais en même temps... Docteur Membray, psychiatre depuis 50 ans. Dans la nomenclature des pathologies psychiatriques, les pervers narcissiques n'existent pas. Le concept de pervers narcissique, c'est un concept qui est issu d'une utilisation
populaire, mais pas dans le sens péjoratif du terme, d'un concept qui est plutôt psychanalytique, qui est apparu dans les années 80 à peu près, et c'était décrit plutôt pas comme une personnalité, mais comme un mode de défense, un mode de fonctionnement psychique, par plusieurs psychanalystes. Le plus connu, le nom vous dira peut-être quelque chose, c'était Racamier. C'est un terme qui est forgé à partir de 2 concepts, la notion de perversion et de narcissisme. Ça correspond en fait à une réalité pratique que vivent un certain nombre de victimes. Mais ce n'est pas un concept qui fait partie de ce qu'on appelle la nosographie, le catalogue des différentes pathologies. En sachant que toutes les nosographies sont extrêmement arbitraires, en particulier en psychiatrie, parce qu'elles changent très souvent. Les catégories en psychiatrie changent très souvent. Le narcissisme, ce n'est pas un vice, c'est une donnée psychologique de base. C'est un concept d'estime de soi. Et le narcissisme, c'est l'estime de soi nécessaire. C'est devenu un terme péjoratif, il est narcissique, c'est-à-dire que c'est des gens qui donnent l'impression d'avoir trop d'estime de soi. Mais on a tous besoin d'une estime de soi qu'on appelle le narcissisme. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un, c'est souvent en psychiatrie, qui a un défaut d'estime de soi, on met sur notre observation défaillance narcissique. Les pervers narcissiques donnent l'impression d'avoir une estime d'eux poussée à l'extrême. En réalité, en psychiatrie, souvent, si on creuse, c'est souvent des mécanismes de compensation. C'est-à-dire qu'ils donnent une impression d'hypertrophie du moi, d'hyperassurance, de domination, d'ego surdimensionné, qui est en fait un cache-misère par rapport, pour beaucoup d'entre eux, au fait qu'ils ont une faiblesse de l'estime d'eux-mêmes. Et c'est un phénomène de surcompensation en écrasant l'autre. Et souvent, les gens dits pervers narcissiques, ils forment un couple avec leur victime qui a une défaillance narcissique. C'est une sorte de vampirisme. Je peux t'évoquer plein de choses qui ont pu se passer, qui rétrospectivement sont absolument hallucinantes. Je me souviens de soirées qu'on passait ensemble quand j'avais le droit de venir aux soirées. Si j'avais le malheur de discuter avec l'un de ses amis, que je rigole avec eux, à des blagues, quoi que ce soit en fait, s'en suivaient des insultes, des menaces. Une fois après une soirée comme ça, il m'a littéralement jeté de la voiture. Il a ouvert la porte et il m'a jeté en me déposant chez moi, en me disant qu'il voulait plus jamais me revoir, que j'étais la dernière des salopes et que j'avais pas à agir comme ça parce que ça lui faisait honte, que j'étais sa propriété en fait. Donc il y a eu des petites choses comme ça, enfin petites, tout est relatif. Puis après, j'ai plus le droit de sortir. Durant toute cette période, il y a du mensonge. Beaucoup. Il y a beaucoup d'injonctions, des injonctions qu'on ne peut pas respecter. Et il y a ce qu'on appelle le gaslighting. Alors le gaslighting, c'est l'idée absolue de faire passer sa victime pour folle. Ça, beaucoup. Et là, en fait, ça marche. C'est terrible. Quelles sont les choses caractéristiques ? C'est le narcissisme, l'hypertrophie du moi, la surévaluation de sa valeur. On peut discuter des différents aspects que ça prend, c'est-à-dire l'impression d'avoir toujours raison par rapport aux autres, d'être supérieur aux autres, d'être parfois chez les très grands narcissiques, l'impression que presque ils sont d'une autre nature que les autres, que sont presque des élus destinés à diriger les autres, parce qu'ils sont d'une autre trempe, d'une autre nature. Donc c'est cette hypertrophie narcissique dont on vient de dire qu'elle cachait quelquefois une grande misère d'estime de soi. Il y a l'absence d'empathie, beaucoup, qui se retrouve dans les personnalités narcissiques, un égocentrisme absolu, c'est-à-dire que tout revient à soi, et puis tendance à manipuler l'autre pour arriver à sa propre satisfaction. Là encore, prudence, parce que la capacité à manipuler est commune à tous les êtres humains. On essaye tous d'arriver à nos fins, et je dirais qu'il y a un gradient. La manipulation perverse, elle a le but d'obtenir une satisfaction précise. Globalement, la satisfaction plus précise, c'est de dominer l'autre, c'est l'emprise de l'autre, c'est la jouissance d'être dans le contrôle de l'autre. Et puis on s'est cherché et retrouvé. Très vite, tu es devenu mon inséparable, même quand tu disparaissais. Je passais des heures à te chercher partout, anéanti, désemparé, une toxico en quête d'une dose. Mais où que tu sois, je savais te retrouver. C'était devenu ton jeu, me manquer pour que je m'accroche, disparaître et revenir pour me parler d'amour et de notre avenir. Je croyais notre histoire éternelle. J'étais prête à tout, me mettre à dos toute ma famille pour toi. On a dormi dehors, tu étais ma maison, tu étais mon foyer, ma famille.
Pendant ta peine de prison, tu m'as manqué au point où je ne pouvais plus respirer. J'ai arrêté mes études, j'ai fui toute ma vie pour te la consacrer. Dans cette pièce lugubre de la maison d'arrêt, fermée minutieusement à clé, sous la surveillance d'un gardien et de nos témoins, on s'est mariés. J'ai dû en décevoir plus d'un, mais je ne voulais surtout pas te décevoir toi. Alors, le temps de ta peine fut la mienne. Avais-je commis un crime ? C'était à s'y méprendre. Ton linge à l'odeur du malheur, les parloirs, déjà je n'avais plus le droit de vivre sans toi. À ta sortie, ce fut le début de ma fin. Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube. Le début, c'est tout cet amour et moi j'y crois de toute façon. Donc quand on s'est installés ensemble, je restais à la maison, il sortait avec ses amis, il rentrait ou il ne rentrait pas. Et je me souviens d'un soir comme ça où j'ai attendu, parce que j'arrivais pas à dormir, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, et où un de ses amis est venu toquer à la porte en me demandant où était passé Pierre. Et je lui ai dit mais je n'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas. Il ne me répondait pas. Et il l'avait perdu en soirée, et en fait, tellement alcoolisé, il avait eu un pet en voiture, puis il est rentré en sang. Et il me dit, t'en parles à personne, je veux pas avoir de problème. Il a pris ses affaires et il est parti dormir chez la voisine au-dessus. Puis j'ai fini par comprendre qu'il se passait plein de trucs avec la voisine du dessus, chez qui je n'avais jamais le droit d'aller, quand il allait prendre l'apéro, dîner chez elle, et que moi j'attendais patiemment dans l'appartement. Et aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt, de ne pas avoir tapé du poing sur la table, de ne pas avoir pris mes affaires et être parti. Mais comme il me quittait régulièrement, qu'il jetait mes affaires, mes meubles sur le trottoir, et qu'il revenait en s'excusant, me jurant que ça allait jamais se reproduire. Il travaillait sur lui parce qu'il manquait de confiance en les autres, qu'il agissait comme ça. Je revenais parce que j'avais toujours l'espoir de retrouver cette petite lune de miel qui n'a pas duré très longtemps au début de notre relation, mais sur laquelle je restais fidèlement accroché comme son chien à son maître, quoi. Également, les pervers narcissiques ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils ont des typologies de proie. Cette typologie de proie, elle doit répondre à 2 choses essentielles pour lui. C'est de repérer qu'elle est en situation où l'abandon est quelque chose de très puissant chez elle. Elle souffre d'abandon. Ça, c'est radical. Mais la deuxième chose, c'est qu'elle doit être brillante. Parce que s'il n'y a rien à sucer comme sang de la victime, ça n'a aucun intérêt pour lui. C'est un vampire. Et c'est d'autant plus un vampire que sa technique, elle est imparable. On peut la repérer si on en a connaissance. Il doit éloigner de sa victime l'ensemble des personnes qui potentiellement pourraient repérer que c'est un bourreau. Et elle reste, et c'est terrible. Une fois, en fait, le ferrage fait, c'est-à-dire le ferrage, et là, c'est presque fini. Après, il y a l'isolement. Tant qu'on n'est pas ferré, on ne peut pas être isolé en réalité. Donc, il y a le ferrage, et puis vient l'isolement. Il est magique, hein. C'est presque simpliste, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est cette personne n'est pas bien pour toi. Elle n'est pas bien pour nous. Tu vois pas ce qu'elle nous fait. Je vois pas l'intérêt. Le fait d'avoir besoin de la validation de mes proches, c'était aussi le symptôme d'un manque de confiance réel. Donc il appuyait là où ça faisait mal. Il n'y a pas ou peu de violence, il n'y a pas de violence physique, en tout cas pour ma part, avec le pervers narcissique. À l'extérieur, il est magique. C'est un bourreau d'intérieur. Il ne levait pas la main sur moi. Chose qu'il avait déjà faite auparavant avec des ex-compagnes dont il m'avait parlé. Moi, je lui avais dit, mais le jour où tu lèves la main sur moi, je prends mes affaires et je m'en vais. Et ça, c'était, au fond de moi, le point de non-retour, la violence physique. J'avais pas du tout la même appréhension pour les choses orales. J'avais tellement été, dans mon enfance, mon adolescence, rabaissé de diverses manières que ça s'était rentré dans un processus de vie. Et donc, la violence psychologique, je la subissais depuis des années et ça faisait partie de mon quotidien, donc c'était quelque chose que je pouvais endurer. Mais la violence physique, j'en avais jamais fait les frais, et pour moi c'était la chose ultime qu'aurait pu faire que je serais parti. Et donc je pense que comme il le savait, il n'a pas osé.
Parce que le faire, c'était du coup perdre l'emprise qu'il pouvait avoir sur moi, parce que là, je partais et je portais plainte. La violence psychologique, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais sous emprise et que c'était de la violence tout court. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence que ça entre les hommes violents et les pervers narcissiques. Ou je me trompe peut-être. Peut-être que justement, il y a les pervers narcissiques et puis les hommes violents. Effectivement, peut-être que les hommes violents se recrutent plus chez des personnalités psychopathiques impulsives, ce qu'on appelle les personnalités antisociales, qui ont en commun avec eux l'impulsivité, l'intolérance aux frustrations, la violence interpersonnelle, et qui ont aussi très souvent des histoires personnelles perturbées. Alors, est-ce qu'il faudrait dégager de champs voisins, mais pas complètement superposés, mais en partie superposés. Je pense qu'il y a des hommes pervers narcissiques qui basculent dans la violence physique quand à court d'arguments. Personne ne va comprendre. Comment expliquer que je sois restée aussi longtemps ? Comment expliquer que j'ai accepté ça ? Moi, Marie, pas trop bête, avec une situation professionnelle plutôt peu qualifiée d'assez exceptionnelle. Moi, je peux pas, non ? C'est pas possible. Donc, tout ça est très compliqué. Et une fois le ferrage fait avec l'enfant ou les enfants, toute cette période-là, à l'intérieur de la maison, il va utiliser tout ce qu'il est possible d'utiliser. Le mensonge, bien sûr, beaucoup de mensonges. En fait, le mensonge n'a vocation qu'à rendre folle son interlocutrice. C'est-à-dire, pas forcément prendre des vrais exemples, mais en tout cas, pour aller très très loin, ça peut aller très loin. C'est-à-dire, je te dis que la mer est rouge, et pour avoir la paix, puisque ça va jamais s'arrêter, jusqu'à ce que je puisse dire « oui, tu as raison, la mer est rouge ». Ça peut durer des nuits entières. Je te dis qu'un tel ou qu'une telle est, mettez l'adjectif qui vous convient derrière, alors que c'est ton ami proche, tu vois, c'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un, je te dis que, accepte, écoute-moi, entends ça, et puis au bout du bout, on ne reverra plus l'ami parce que c'est trop dur. À cette époque-là, je travaillais comme serveuse, et je me souviens qu'il avait installé une application sur mon téléphone, avec mon consentement en plus, c'est ça qui est quand même assez dingue, pour me géolocaliser, pour vérifier que j'étais bien là où je disais que j'étais. Et comme moi j'avais rien à cacher, je lui disais mais il n'y a pas de problème en fait, on peut faire tout ce que tu veux, si tu as besoin d'avoir confiance en moi et si tu veux en passer par là pour que je puisse te prouver par A plus B que je ne te mens pas et que je te respecte, aucun problème. Et puis les potes ont commencé à me dire mais faut pas faire ça, soit il te fait confiance, soit il ne te fait pas confiance, mais toi tu n'as pas à le rassurer de cette manière-là. Donc j'ai compris le système d'emprise après. Quand ça t'arrive, tu te rends pas compte. T'es complètement persuadé que c'est de l'amour. Parce qu'en plus tu restes accroché vraiment à l'image qu'il a pu te donner de toi-même au début de la relation. Les signes vont s'accentuer, on a des grosses crises sur le corps par exemple, sur les critiques autour du corps, qu'il va falloir aussi que je transforme la femme en mère. Ça c'était très important pour lui, que j'arrête d'avoir des signaux extérieurs un peu de joliesse ou de séduction. La femme doit devenir mère. Mes jupes sont trop courtes. Mais ce n'est jamais lui. Il faut savoir, ça c'est important. Ça c'est très surprenant. C'est mon frère pense que tes jupes sont trop courtes. Ma mère pense que tes jupes sont trop courtes. Mon père pense que tes jupes sont trop courtes. J'ai été très vite intégré à sa famille. C'était chouette. C'était pas la première fois que je rencontrais la famille d'un de mes conjoints, mais passer autant de temps avec eux, finalement, j'avais vraiment l'impression d'être intégré, de faire partie prenante de cette famille, qui était très différente de la mienne. Ils semblaient très soudés, on se voyait tous les dimanches, avec les repas de famille, les choses comme ça. Des choses que moi je vivais pas dans ma famille. Et donc il y avait un côté assez chouette. Je me souviens que c'est moi qui allais coucher la petite sœur, qui lui lisait des histoires. Voilà, j'ai vraiment fait partie très très vite de cette famille. J'ai été accepté rapidement. Je pense que la famille aussi peut avoir des dysfonctionnements. Parfois, quand on est parent, on a envie de défendre son enfant bec et ongles et qu'on lui trouvera toujours toutes les excuses du monde pour ne surtout pas voir ce qui va pas. Moi, ils vont être ma famille d'adoption. Ils vont être ma famille d'adoption. Et ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que, comme je vous disais, il faut que la victime souffre d'un sentiment fort d'abandon. En étant avec Pierre, j'ai aussi la famille de Pierre. Je deviens une belle fille chouette. J'ai une place dans cette famille.
j'ai une famille. Les premières semaines, ça se passait plutôt bien parce que pareil, comme c'était quelqu'un d'extrêmement courtois, quelqu'un de solaire, ils n'ont pas vu le loup. C'est quand les choses ont commencé à déraper que là, oui, ma mère surtout m'a mise en garde, puis pas qu'elle, mais les premiers temps, non. Puis après, forcément, les relations se sont dégradées et ma famille refusait catégoriquement qu'ils mettent les pieds à la maison. Et puis quand j'en parlais à ses parents, enfin à sa mère surtout, elle lui trouvait plein d'excuses et elle me disait « mais je comprends, mais ne t'inquiète pas, il t'aime, je ne l'ai jamais vu aussi amoureux de quelqu'un ». Donc en fait, elle venait aussi quelque part me rassurer. Et donc je me disais « bon, je vais m'accrocher ». Et puis comme jusqu'à présent, avant cette relation-là, je quittais assez facilement les hommes avec qui j'avais pu être. Je me disais « bon, Anna, si tu restes, c'est que quelque part, t'y crois à cette relation, parce que sinon tu serais déjà parti. » Je me rassurais comme ça, en disant c'est forcément le bon, parce que pour endurer ce que t'endures, c'est quelque part, il va ouvrir les yeux et puis il va se rendre compte de la chance qu'il a. Parce que il y avait quand même un côté de moi qui me disait mais en fait si, t'es une fille bien, il peut avoir confiance en toi, donc pourquoi il ne le voit pas? Personne ne m'a donné de signe. Je suis tombée très vite enceinte. Même si je croyais que c'était déjà le cas, là, je t'appartenais. Je devenais la putain, celle qui est bonne à rien. J'avais interdiction de sortir sans toi, de manger ce que je voulais, de porter des habits féminins, de me maquiller, d'avoir des copines, de discuter avec des hommes, encore moins leur faire la bise. Tous ceux que j'aimais, selon toi, étaient indignes d'être côtoyés, surtout ma famille. Tout ce que j'aimais était nul. Je devenais nulle pour choisir. Tu me disais « roule ma boule » pour m'appeler. Tu me disais que j'étais bête, que je ne comprenais rien, que je me trompais surtout. Je doutais tant de moi. Je me croyais minable, folle, indigne de toi. Toi qui recommençais à me laisser seule enceinte, à t'attendre des nuits entières. Tu coupais ton téléphone pour être tranquille. Tu rentrais pour récupérer de tes jours passés à te tourner l'esprit. Parfois tu revenais de dégrisement et puis tu redevenais gentille pour 2 jours où tu me faisais croire en ton amour. J'ai tenu dans l'humiliation, dans la terreur, dans ta violence, dans ta prison, dans tes injonctions, dans tes trahisons, dans ton alcool, dans ta délinquance. J'ai tenu plus de 4 années où je n'étais plus que ta chose, ton jouet cassé, et notre enfant m'a sauvée. Non, les victimes n'aiment pas souffrir, c'est pas vrai. Elles n'ont pas de plaisir à la souffrance. Les pervers très sévères ont la jouissance ultime, c'est de faire souffrir l'autre. Les victimes, non, elles souffrent. Elles n'ont pas l'impression de pouvoir faire autrement. Elles sont dans une emprise. Il y a l'emprise qui est créée par la séduction, ensuite l'emprise qui est créée par on fait un enfant ensemble, et puis si tu me quittes, j'en demande la garde, voilà, quitte à pas m'en occuper, hein. Pas la question. Le but n'est pas de m'occuper de mon enfant. Je ne dis pas que des pervers narcissiques ne peuvent pas aimer leur enfant. C'est surtout pour, dans un premier temps, essayer de retenir l'autre et quand ça ne marche pas, de se venger de l'autre. On est tout le temps en train de se poser la question si ce qu'on fait va convenir ou pas. Donc on est tout le temps en alerte. L'idée qu'il va être de mauvaise humeur, donc créer dans le foyer une capacité à pouvoir tout pourrir. Y compris la vie joyeuse avec les enfants, machin, etc., y compris les vacances, tout pourrir. C'est un cœur un peu pourri, hein. Il n'a pas d'empathie. Il n'a pas d'empathie, voire même, il va prendre plaisir à la souffrance de l'autre. Comme à chaque fois, j'avais le droit à des excuses, c'est comme si il réparait ses torts, et donc à partir du moment où c'était réparé, où c'était ce que je croyais être cicatrisé, j'y retournais, parce qu'on a toujours l'espoir. J'ai toujours pris sa défense, parce que prendre sa défense, c'était prendre la mienne aussi. Parce que quelque part, dans le regard des autres, je me sentais jugé dans mon choix de femme avec ce compagnon-là. Donc prendre sa défense à lui, c'était prendre ma défense à moi, et quelque part, je leur en voulais de vouloir m'ouvrir les yeux. J'étais en colère, parce qu'ils avaient beau me dire, mais on ne te voit plus, tu n'oses plus nous appeler, tu maigris à vue d'œil, tu ne ris plus, t'es triste constamment. Et en fait, je le savais, tout ça, mais pour moi, le problème venait des autres. Pas de moi, alors qu'en fait, c'est pas tant que le problème venait de moi, c'est que j'avais pas du tout envie d'ouvrir les yeux. J'étais pas prête pour ça. Le pervers narcissique crée des lois. Sauf que ces lois-là, il ne vous en parle pas. Et durant la relation aussi, il a créé tout un nombre incalculable de lois.
de règles. Il est au-dessus de Dieu. Il faut savoir, un pervers narcissique, il est très au-dessus de toute... Alors Dieu ou n'importe quelle autre croyance, peu importe, mais il est très au-dessus de tout ça. Donc il crée des lois. Mais ces lois, il ne vous en fait pas part. En revanche, si vous contournez la loi ou si vous n'appliquez pas la loi, il y aura punition. Ça, c'est un principe très, très, très courant. Enfin, c'est une de leurs manières d'exister. C'était plus fort que moi, cette envie que les choses changent. Parce que je me disais qu'on pouvait toujours avoir une meilleure version de soi. Il était impensable pour moi que la personne en face de moi ne puisse pas changer, puisque j'étais prête à l'aimer telle qu'elle était. Je pouvais aussi l'aider à guérir quelque part. Je me suis placée aussi en tant que sauveuse. J'étais victime et sauveuse. Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube. Dans les injonctions contradictoires dont je vous parlais, c'était « Non mais va dormir, je vais m'occuper des petits ». Donc j'allais dormir et quand je me réveillais, c'est heureusement que j'étais là pour m'en occuper. Bah oui, mais c'est quand même un peu toi qui m'as dit d'aller dormir. Enfin voilà, et puis on passe parce qu'il faut que ça avance, quoi. Il faut que tout avance. Puis on passe parce qu'on a été habitué à passer. Voilà. Et un jour, je tombe enceinte. Alors moi, c'était le bonheur absolu et pour lui aussi. Et là, je me suis dit, youpi, on va faire partie de ces couples qu'en fait, les enfants vont sauver. Bon non. Clairement non. Au début de ma grossesse, il est redevenu l'homme tout mignon, tout gentil que j'ai rencontré au début. Il prenait soin de moi, il m'a demandé en mariage, et je me suis dit, ça y est, en fait, on y arrive. J'ai pu enfin lui prouver qu'il pouvait avoir confiance en moi, il va s'apaiser, et s'il est apaisé, alors tout ira bien. Et puis j'ai vite déchanté, de toute façon. On ne tombe pas dans les bras d'un pervers narcissique sans avoir une famille plus ou moins toxique, parce que nous sommes ces cibles-là. Est-ce que quelqu'un m'a alerté ? Disons qu'à cette époque, si quelqu'un m'a alerté, j'ai refermé la porte et je n'ai plus voulu la voir. Les pervers tout court, narcissiques ou pas, ont des stratégies d'entretien de la fragilité, de la faiblesse de l'autre par la culpabilisation. C'est ta faute parce que tu es trop bête, c'est ta faute parce que tu fais pas ceci, c'est ta faute parce que tu fais pas cela, c'est ta faute parce que tu m'as contrarié. C'est la stratégie globale de disqualification de l'autre. Et si vous maintenez quelqu'un dans un état de dépression, de sentiment de culpabilité, d'insuffisance, vous avez les principaux leviers de l'emprise. Dans une relation amoureuse, même si vous n'êtes pas dans l'emprise de l'autre, vous avez envie d'aider l'autre à sortir de ses petits défauts et tout ça. Voilà. Ça fait partie de l'amour de vouloir que l'autre devienne meilleur. Tout ce qu'on vient de dire sont des signes, mais le problème de la personnalité des victimes, c'est que les victimes ne voient pas le signe ou ne l'interprètent pas. Les signes, il existe toujours, sauf peut-être dans la période initiale et encore. Quelquefois, il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière trop justement narcissique de se présenter, d'être un peu... Voilà. Je pense que le problème de la victime, et si elle devient victime, c'est qu'il y a en elle une faille repérée consciemment ou inconsciemment par le pervers, narcissique ou pas. Elles ne peuvent pas le voir parce qu'il y a quelque chose dans la création de ce lien, d'une réparation envisageable de leurs propres blessures qui fait qu'on y croit. À l'époque, on n'habitait plus ensemble. J'ai beaucoup fui le domicile conjugal et puis à un moment, je me suis dit, peut-être que pour sauver notre relation, il faut plus qu'on habite ensemble. Donc avant de tomber enceinte, j'avais déménagé, je m'étais repris un appart, on s'était séparés, puis pour la énième fois, on s'était remis ensemble. Et je suis tombée enceinte quand on n'habitait plus ensemble. Et là, forcément, branle-bas de combat, on se dit, allez, évidemment, on va construire une famille, donc il faut redéménager. Et je me suis retrouvée toute seule, avec ma meilleure pote, à déménager mon appart, enceinte, et à devoir porter des trucs lourds, sans qu'il ne lève le petit doigt pour venir nous filer un coup de main. Et là, je me suis dit, ça pue. Donc je ramène mes affaires chez lui. De chez lui, on décide de prendre un appartement qui ne soit pas chez lui justement, mais qui soit un chez nous, quelque chose qu'on décide ensemble, loin de la voisine, évidemment. Et puis rebelote, on se retrouve encore à faire un déménagement et à aucun moment il se dit qu'il ne faut pas que je porte des choses lourdes. Non. Alors, il faut savoir que tout ce que je fais dans ma vie, entre le travail, l'éducation des enfants, alors je prends tout en charge, évidemment, parce qu'il faut que monsieur fasse carrière, qu'il fera d'ailleurs, évidemment. Le travail, ce que je fais, ça sert à rien. C'est vraiment de la daube.
Tous les mois, fiche de paye, on la recevait encore à la poste. On est en 2010, 2012, j'y gagne 2500 balles, quoi. C'est pas rien, hein. Donc ça, c'est typique. Donc, dénigrement du travail, dénigrement de mon rôle de mère. Tous mes employeurs, mes collègues, etc., c'est OK que ce boulot, je le fais bien. Sauf pour lui. Le pire, je crois, c'est l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'en charge pas. Il n'est pas toxique pour mes enfants. Mais il s'en occupe pas plus que les pères de cette époque-là. Mais alors, ce qu'il fait, il faut que tout le monde le sache, hein. En revanche, tout ce qui ne va pas chez mes enfants, tout est de ma faute. Et pareil que pour la jupe trop courte. Ma mère me dit que. Mon père me dit que, pas lui. Ce que tu fais avec un de nos enfants, c'est n'importe quoi. Et moi, je dis, fais-le toi, puisque moi, si j'y arrive pas. Ah non. Et tout est comme ça. Je suis remise en cause dans mon rôle de mère, dans mon rôle de femme, dans mon rôle de professionnelle, dans tous les pans de société. Les rôles d'amis, c'est-à-dire qu'en fait, il va mentir aussi beaucoup, puisque je n'ai plus que des amis en commun. Je n'ai plus mes propres amis. Nos amis pensent que tu es. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je le dis en 2 secondes, c'est des nuits entières. Il se couche et il dit « Ah, en fait, Camille, elle a dit que tu te comportais vraiment comme une maîtresse femme, quoi, avant de se coucher. » Ah bon ? Ouais, Camille, elle pense ça. Puis du coup, mes parents aussi, ils pensent que t'es carrément ça, quoi. Et là, vont pendant plusieurs heures, mais des heures, j'ai les yeux, je peux même pas, quasiment pas aller bosser le lendemain matin. Des heures, il m'a asséné des mensonges que je sais aujourd'hui être des mensonges et me mettre bien dans la tête que j'étais ça. Dans le but d'absorber mon sang, d'absorber mon énergie, d'absorber la nana que je suis, d'absorber la femme que je suis. Ça le grandit. Plus je suis petite, plus il est grand. Arrivé dans cet appartement-là, une espèce d'angoisse me prend. Je me sentais pas bien du tout dans cet appart. Et je me souviens d'une fois où il est parti bosser et où j'ai commencé à regarder les appartements sur le Bon Coin en me disant en fait... faut que je trouve une solution si ça dérape. Et ça n'avait pas encore redérapé vraiment, au-delà du fait qu'il oubliait totalement que j'étais enceinte. J'avais mes rendez-vous médicaux auxquels j'allais toute seule. C'était compliqué qu'ils prennent des nouvelles. Et puis un jour, je me suis dit, bon, si j'attends une petite fille, est-ce que je vais être OK avec le fait qu'elle puisse grandir avec une maman qui est capable... de subir ce qu'elle subit. C'est pas tellement l'image de la femme que j'ai envie de renvoyer. Et puis si c'est un petit garçon, j'ai pas envie qu'il grandisse dans un climat où il a l'image d'un papa qui peut être violent. Je pense que c'est cet événement-là qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux. Donc je me suis dit non, quel que soit le résultat, quel que soit l'enfant que je mette au monde, il faut que je me protège pour le protéger. Nous ne sommes pas de faibles femmes. Nous sommes des femmes fortes que le patriarcat est au sommet du patriarcat, le pervers narcissique, à volonté d'annihiler. Nous sommes ces femmes-là. Nous leur faisons peur. Et ils ont vocation à écraser ce que nous sommes. Et ça, c'est ça qui les fait jouir, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Je ne parlerai pas ici de violence sexuelle parce que je ne le considérerai pas de cette manière-là. Mais il a une très grande ascendance avec, en réalité, des choses qui ne sont pas ce dont moi j'ai envie. J'ai jamais cessé d'être heureuse. C'est important que je puisse le dire parce que, à côté de ça, j'ai des enfants très chouettes. Donc ça m'épanouit énormément. Il y a quelque chose dans ma petite tête qui est la petite fille de 8 ans. La petite fille de 8 ans que je suis a dit « Marie, dans ta vie, tu seras heureuse ». C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit toute l'énergie que je vais mettre pour ça, il n'est pas question que je ne le sois pas. Et en réalité, les enfants vont y contribuer, bien entendu. Mon travail va y contribuer. Et il y a une chose sur laquelle je ne lâcherai pas, j'ai une passion contre laquelle il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Il tentera. Il va qualifier cette passion de stupide, de débile. Il va tout faire pour que les gens autour de moi la considèrent comme telle. Pour que le petit talent que je peux avoir sur ce dossier-là soit totalement par terre. Et il n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, je m'en fous d'avoir du talent ou pas.
Moi, ça m'épanouit. Là, je vais comprendre les choses. Il y a un moment donné de ma vie où je vais les comprendre. Mes enfants vont avoir une dizaine d'années. Je sais que je vais rester encore 8 ans. Je le sais là. La vérification des mensonges, la certitude du mensonge, la certitude que c'était pas moi qui allais pas bien, que j'étais lucide. Je sais pas. Je me souviens très très bien du jour. Mais entre ce moment-là et le moment où je vais partir, il va se passer beaucoup de temps. Quand il est rentré le soir du travail, je lui ai dit « je te quitte, je m'en vais ». Et c'est définitif. Et là, il s'est passé quelque chose d'hallucinant. Comme c'était le soir tard, j'avais pas le permis. Donc j'étais un peu tributaire des uns et des autres avec leur voiture. Puis là où on habitait, il n'y avait clairement pas de transport en commun. Je lui ai dit, voilà, demain matin, je fais mes affaires et je m'en vais. Et le soir, il a décidé que je lui devais bien un rapport conjugal quand même. Et là, j'ai compris ce que c'était que le viol conjugal. C'est pas comme ça qu'il fonctionne, parce que ça, c'est trop facile, c'est comme la claque dans la figure, ça se voit un peu trop. Si tu m'aimes, c'est du chantage affectif. Donc, est-ce que c'est obligé ? Bah oui, parce qu'au bout du bout, on va céder. Il y a quelque chose qui va céder. Il y a une brèche qui va céder. Donc, oui, et puis aussi, c'est la garantie d'avoir la paix. Si je cède, je vais avoir 3-4 jours de tranquillité. C'est hyper bien, 3-4 jours de tranquillité. Donc aujourd'hui, j'ai encore du mal à le verbaliser. C'est des rapports consentis sous influence, on va dire. Le moment le plus difficile fut la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer les décennies, l'apocalypse de la perversion narcissique, elle arrive à la séparation. Parce que le crime de lèse-majesté a été commis. À 6h du matin, j'ai appelé mes parents qui sont venus me chercher. Et j'ai plus jamais refoutu les pieds dans cet appartement et ça a été terminé. Et l'enfer a continué. Parce que du coup, comme j'étais enceinte, il y avait quelque chose qui lui appartenait à l'intérieur de moi. Enfin, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Donc il fallait toujours qu'il ait une emprise. Et puis là, ça a été de plus en plus violent. Il m'a suivi. J'ai commencé à vivre dans la terreur qu'il me retrouve, qu'il puisse devenir là pour le coup aussi très violent physiquement. Donc je le tenais au courant des choses médicales. Mais j'essayais de m'éloigner le plus possible de l'emprise qu'il pouvait encore avoir sur moi, parce que j'étais pas du tout guéri, j'ai mis des années avant de plus avoir peur. Quand je voyais son numéro s'afficher sur mon téléphone, j'avais le cœur qui palpitait. Ça a mis du temps, beaucoup de temps. Et le jour où j'ai accouché, ça a été à la fois le plus beau jour de ma vie et le jour où j'ai eu le plus peur de ma vie. J'ai tenu plus de 4 années où je n'étais plus que ta chose, ton jouet cassé, et notre enfant m'a sauvée. Je voulais la sauver de toi, de nous. Alors, elle m'a fait te quitter. Avec toi, elle aurait été une pute comme sa mère. Une fille, pour toi, c'était déjà de trop. Il n'aurait pas fallu qu'elle te réveille la nuit. Il n'aurait pas fallu que tu l'abandonnes à son tour par vagues, au rythme de ton gré. La violence psychologique, au tout début, comme la grenouille, ça va être très très long. Et plus il sent que sa proie va partir, plus il restreint le temps entre chaque épisode de violence et que le quotidien devient de plus en plus insupportable. Dès ce moment-là, il va y avoir les gestes qui seront jamais vers moi, mais qui seront vers le mobilier, vers la cuisine, les portes, les coups de poing, etc. Donc qui créent un climat, et nous ne sommes toujours que tous les deux. Jamais de témoins. Parce que son plan, quand moi je vais partir, il sait que je vais partir, il n'est pas stupide. Son plan, c'est que je vais partir, mais que plus jamais je ne reverrai mes enfants. Parce qu'il est tellement doué, tellement fort, qu'il va les retourner comme une crêpe. Ça me fait moins pleurer, ça me touche moins, je vais accepter. Ah oui, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il sent que je pars. Je vais dire, tu veux pas que je fasse de peinture ? Je vais en faire. Et quand je vais aller faire de la peinture, et que quand je vais revenir, tu vas faire la gueule pendant 5 jours, dans ma tête, c'est je m'en tape. Fais la gueule, mec. Mais moi, je vais faire de la peinture. Il faut sacrément tenir, parce qu'on est tout seul dans cette histoire. Il n'y a pas une copine qui peut le comprendre. Il n'y a pas une personne de la famille confidente. Il n'y a rien. Il n'y a rien ni personne. Il faut que ma passion soit suffisamment forte pour dire, il ne va pas aussi m'enlever ça, quoi. Qu'est-ce qui me reste ? Je suis une mère de travail, je suis une mère de mère. Ça, tu vas me le laisser, quoi, mec. Lui présenter un autre bébé après,
J'avais très très peur. Peur de tout. Là, ça devient irrationnel. Et puis, c'était la chair de ma chair. On pouvait s'en prendre à moi autant qu'on voulait avant, mais pas à mon enfant. Et là, du coup, je n'avais plus peur que pour moi, j'avais peur pour deux. Ça pèse lourd. Il a vu que c'était plus mon Dieu, c'était fini. Alors, il avait de l'impact sur d'autres choses, parce que, vous savez, ils sont extrêmement brillants. Et je dis toujours à mes enfants encore aujourd'hui, parce que ça ne s'arrête pas, ça fait 7 ans que je suis partie, ça ne s'arrête pas. En fait, on ne peut même pas anticiper ce qu'il va faire. Tellement, c'est d'une perversité pas possible, quoi. Rien n'est anticipable. Et c'est pour ça qu'il faut aller à un moment donné, toute cette période-là, et peut-être c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est si dans une de ce que nous ressentons, nous pensons que nous sommes une bonne maman, nous pensons que nous sommes une bonne professionnelle, nous pensons, et qu'à un moment donné, quelqu'un vous dit l'inverse, quelqu'un vous distille ce poison dans la tête, interrogez-vous, non pas sur vous, mais sur à qui profite le crime, qui distille le poison. Qui met une seringue dans chacun de vos bras pour vous rabaisser à ce que vous n'êtes pas? Posez-vous cette question. Et se séparer d'un pervers narcissique, c'est l'une des choses les plus difficiles au monde. Et purée, on n'a pas le choix. Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube. Eh ben en fait, c'est une histoire qui a duré un peu moins d'1 an, finalement. Donc c'est très court. Et en même temps, il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que ça a duré des années. Et puis finalement, l'emprise a duré des années. Donc l'histoire d'amour s'est terminée. J'ai réussi à fuir, à m'échapper de ses griffes, mais l'emprise a duré. Donc finalement, c'est une fois que j'ai pu faire la paix avec mes peurs que là, j'ai été totalement guéri. On s'est séparés, ça va faire une 12aine d'années. Alors j'avais la conscience absolue que si je voulais continuer à avoir mes enfants, il fallait qu'ils aient le libre arbitre, donc qu'ils soient majeurs. Il me le disait, si tu pars, tu ne sauras rien, si tu pars, je te détruis. Et si tu pars, tu ne reverras plus jamais tes enfants. Donc ça, je le savais. Non seulement je le savais, mais en plus là, ce qu'il me disait, c'était vrai. C'est-à-dire, il aurait eu la capacité, si mes enfants n'avaient pas le libre arbitre, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas au-delà de leur majorité, je ne les aurais probablement jamais revus. Je vais m'organiser pour ne plus jamais être en vacances, par exemple, avec lui, tout ça. Donc je vais prendre des décisions qui vont être de partir en vacances à plusieurs personnes. Je vais beaucoup travailler. Même quand je finis tôt, je vais aller m'installer sur un parking parce que je peux pas rentrer avec l'aîné qui correspond pas à tous les critères qu'il avait envisagés. Donc ça va commencer sur ce qu'il est, sur ce qu'il n'est pas, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas. Et puis de toute façon, c'est de ma faute. Donc sur l'éducation que je lui ai donnée, il va falloir que ça change. Et sauf que à part ces injonctions-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc le second enfant sera plutôt dans l'ordre de la confidence. Et ça, je l'ai appris bien plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, il va préparer quelque part, il prépare le terrain de mon départ. Et avec le second enfant, où ils partagent un truc en commun. Ils font un truc en commun, donc il y a des moments où ils sont que tous les deux. Il ne va avoir de cesse que de dire « ta mère est comme ci, ta mère est comme ça. Je suis sûr que ta mère me trompe. Je suis sûr que ta mère est comme ci. Ta mère, elle fait ci. Ta mère, elle fait ça. » Et il va faire ça sur le second enfant pendant des années, sans que le second enfant m'en dise mot. Je ne l'ai appris qu'il y a quelque temps. Il a une non-relation. Il le voit de temps en temps, mais les relations sont compliquées. Je crois que c'est difficile pour lui parce qu'autour de lui, il a beaucoup de copines, de copains avec des parents soit encore ensemble, soit divorcés, mais qui peuvent s'entendre. Ou en tout cas, des parents qui sont présents, même s'ils ne s'entendent pas, qui sont présents pour les copains. Et lui, il n'a pas ça. Il n'a pas ce refuge de ses deux parents qui l'aiment profondément et qui sont là pour sa sécurité affective. Et je sais qu'il en souffre. Je crois qu'il rêve un peu de normalité, en mettant des gros guillemets, parce qu'il aimerait bien être un peu comme tout le monde. Et donc c'est difficile parce qu'il y a aussi ce conflit de loyauté que ça engendre. Le fait de ne pas avoir le choix d'avoir une maman comme il a, un papa comme il a, et puis de devoir faire avec, et de se dire, c'est mes parents donc je les aime. Et j'ai eu beau lui répéter qu'il avait évidemment le droit d'aimer ses deux parents, puis d'entretenir des relations super chouettes avec ses deux parents, comme il sait que c'est compliqué d'être en relation avec son père. Je ne sais pas si lui calque sa non-relation avec son papa par rapport à ce que moi je peux vivre, ou si c'est vraiment une relation qui est compliquée entre eux. Il ne faut pas parler du couple pervers narcissique et sa victime. Il faut avoir une
une conception dynamique de la chose. C'est-à-dire qu'une relation avec un pervers narcissique, ça comporte une période de lune de miel, de séduction, et une période d'enfer après. Le paradis est d'abord et l'enfer après. C'est-à-dire que ce sont des personnalités séductrices. Et donc, quand elles repèrent, je ne dirais pas une proie, ne sont peut-être pas forcément au départ des prédateurs conscients comme les grands pervers sexuels, mais se met en route un mécanisme de séduction. Déjà, la proie est repérée fonction d'une demande affective de la victime, d'un besoin, d'une défaillance narcissique justement, d'un besoin d'être aimé. Et une période de séduction, on est le prince charmant, on est gentil, attentionné, à l'écoute et dans la valorisation de l'autre pour justement établir son emprise, d'être dans la valorisation de l'autre. Peu à peu, les choses vont changer avec au contraire une dévalorisation de l'autre. Pour justement, ça commence parfois sur mode de la plaisanterie, ma pauvre, t'es nul, voilà, mais non je plaisantais. Mais ça n'arrête pas là. Peu à peu, il y a un système de dévalorisation. Alors dans les relations vraiment très pathologiques, il y a la pratique systématique de couper la personne de ses amis par des phénomènes de jalousie ou de disqualification des amis. Ou alors des choses plus complexes, par exemple une attitude complètement différente avec l'entourage amical. C'est-à-dire que en public, on est gentil avec les amis. Dès qu'on cesse d'être en représentation publique, on s'en prend à sa victime. Ce qui fait quelquefois, les amis ne comprennent pas ou peuvent prendre le parti du pervers narcissique. Comme il est très séducteur et qu'il a tendance à se victimiser pour culpabiliser l'autre, eh bien, les amis peuvent y croire que c'est elle qui n'est pas gentille, qu'il fait des scènes et tout ça, et que finalement, le pauvre, il n'a pas la vie facile. Je vais conduire le deuxième enfant à son lieu de résidence pour ses études. Je vais faire le chemin. Et je vais me dire, Marie, tu t'es promis que le jour où ton deuxième enfant serait sécure, ce serait le moment de partir. Maintenant, il est temps que tu te respectes. Donc en fait, l'installation de l'enfant va se faire en septembre. Et moi, je vais partir en février. C'est sûrement la partie la plus difficile, en fait. J'ai vécu d'autres épreuves, mais quand je suis opérée, là, parce que je peux pas venir avant, c'est que j'ai un cancer. Donc, vous voyez, des épreuves, j'en ai quelques-unes sous la botte. Mais la putain d'épreuve, c'était de partir, quoi. Et moi, on me dit, ouais, c'est super courageux de lutter contre un cancer. Non, c'est pas courageux, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais partir, ça, c'est du putain de courage. Je vais lui dire, et au départ, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver des décennies avant. Il va falloir qu'il recommence le love bombing dont je vous parlais. Ah, mais je comprends par... Ah, mais oui, tu l'as vécu comme ça. Et là, ça repart. C'est-à-dire ce pourquoi on a cru pendant des années qu'on restait avec cet homme, c'est qu'il nous aimait profondément. On se rappelle de ça, vous savez, c'est gravé comme un tatouage. On se rappelle de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et on va tout le temps aller le rechercher. Et on va tout le temps accepter plein de choses pour aller rechercher ça. Ça a existé, on n'est pas folle. Ça a existé. Et là, des décennies plus tard, il recommence. Mais t'es la femme de ma vie, il m'écrit des lettres incroyables, machin, etc. Et là, je dis, putain, ouais, mais je vais être la femme de la vie de qui, moi, maintenant, enfin... Si c'est pas lui, c'est qui, quoi? Une fois que je suis partie, je reviendrai jamais. C'est pour, je vous spoil la fin. Mais il y a une longue période où il me dit, mais tu me dois des explications. Et j'y retourne. Je n'ai jamais eu de relation avec cet homme à partir du moment où j'ai décidé de partir. C'est du love bombing, des lettres et des mails, etc. J'ai quitté la maison physiquement. En fait, là, je lui laisse pas le choix. Je lui dis, je vais partir 2-3 jours, réfléchir ailleurs. Je prends un sac, m'appelle pas. Je vais revenir au terme de ces 2 ou 3 jours, c'est-à-dire que ces 2 ou 3 jours nécessaires pour constituer une espèce de truc où moi, j'avais pas forcément prévu de le dire là tout de suite. En fait, on n'a jamais tellement trop prévu. Je pouvais plus faire machine arrière. Ce qui va me permettre de prendre des affaires et de partir définitivement en ce jour de février. Après tes menaces de me tuer, tes supplications de me reprendre, j'ai fait tellement de cauchemars. Ton ombre m'a poursuivi des années. Puis, j'ai compris que ce que l'on prend pour de l'amour inconditionnel s'appelle l'emprise. Tu essaies toujours parfois, mais maintenant, ça ne prend pas. Lorsqu'il me menaçait, j'avais peur. J'avais peur quand il me disait que j'étais une mauvaise mère, que notre enfant ne grandirait pas bien avec moi, tout en n'étant absolument pas présent pour lui. Et j'avais peur qu'en fait, il réussisse à mettre ses menaces à exécution, à m'enlever mon gamin. Puis j'étais très bien accompagné, j'ai été longtemps suivi par des psys, mais pas que. J'étais très bien entouré aussi juridiquement, avec des avocats qui ont fait un super boulot de reconstruction, parce que
Sans rentrer dans l'affect, on m'expliquait quels étaient mes droits, mes devoirs et quels étaient ses droits et ses devoirs. Et puis j'ai vite compris qu'en fait, plus j'accordais de l'importance à ce qu'il me disait, plus il pouvait continuer à me phagocyter. Aujourd'hui, on n'a pas une définition en droit pénal de pervers narcissique. On n'est pas pervers narcissique et obligatoirement condamné au pénal. Maître Nathalie Karoubi-Suganas, avocate à la Cour de Rouen depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, un pervers narcissique, certains disent il y a 6 traits, d'autres en donnent 12, j'en avais qui en donnaient 18. Parfois, au pénal, on peut plaider et décrire un homme comme pervers narcissique, mais il faudra démontrer au pénal qu'il a été l'auteur de violences physiques, de violences morales, d'harcèlement. Et tout ça, violence physique, harcèlement, c'est code pénal et code de procédure pénale avec des conditions très strictes. Depuis quelques années, quand une femme dépose plainte, ou même un homme dépose plainte pour violence contre son époux, son épouse, son compagnon, sa compagne, eh bien, les policiers, ils ont comme une sorte de trame où on demande à celui ou celle qui dépose plainte, est-ce que vous aviez le droit de sortir seul? Est-ce que vous avez un compte bancaire? Est-ce que vous aviez le droit de rencontrer vos amis? Est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles? Et de nombreuses questions qui permettent de démontrer l'isolement physique, l'isolement psychologique, et je dirais la volonté de pouvoir de l'un sur l'autre. Et tout ça, ça revêt la notion d'harcèlement et de violence. Le témoignage ne suffit pas, mais si quelqu'un dit non à toutes les réponses, les policiers vont pas plus loin. Si la personne répond affirmativement à toutes ces questions, il y a des enquêtes de voisinage, les enfants qui sont entendus, les proches, les amis, le milieu du travail. Par exemple, j'ai un dossier où un homme va systématiquement attendre sa compagne à la sortie du travail, ne lui laisse parler à personne en sortant. Vous voyez, sur le contrôle. Et donc tout ça, les policiers maintenant connaissent et montent des dossiers. Recevoir un message par jour, c'est une chose. En recevoir des dizaines, des centaines, ça a une influence sur le psychisme. Aux assises, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui est psychologue à qui je peux me tourner quand des questions sur une expertise de psy, une expertise psychiatrique. On est juriste, en aucun cas je vais un jour dire que je suis psychologue, psychiatre et que mes capacités et mes connaissances sont à leur niveau. Je pense qu'on en parle plus. Les questions avant étaient pas posées et parfois les femmes n'osaient pas. Il y avait cette idée que il y a des années les femmes pensaient pas qu'un viol entre mari et femme c'était possible. C'est quelque chose quand on y pense maintenant sur cette soumission qui existait ipso facto. Faut pas oublier quelle année les femmes ont pu avoir un compte bancaire, travailler sans l'accord de leur mari. C'est pas si loin que ça. La notion d'emprise, elle est toujours présente dans tout ce qui est violence, harcèlement, appel téléphonique malveillant, ce portrait de pervers narcissique. Mais s'il y a emprise, il y a, à mon sens, toujours un comportement qui est déviant et qui peut être démontré. Je dirais, mais parce que je suis avocat et que les droits de la défense c'est extrêmement important pour moi, un tribunal jugera pas que en fonction de la gravité des choses, mais aussi en fonction de qui sont les auteurs. Vous voyez, donc on peut avoir une peine à Rouen, une différente à Orléans. C'est la réalité de la vie, non ? Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est allé voir un psy, quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il a compris, quelqu'un qui a travaillé sur lui, quelqu'un qui est capable de dire pardon, la peine ne sera pas la même de quelqu'un qui se comporte mal à l'audience. Prouver et démontrer qu'un comportement de quelqu'un a agi sur le fait que une personne se suicide, c'est extrêmement difficile à prouver. Et je dirais heureusement que le droit pénal, c'est des conditions matérielles, c'est un élément moral. Au-delà des conditions matérielles, il faudrait démontrer cette volonté pour l'autre de la mort de sa compagne. Donc c'est extrêmement compliqué, je pense, et difficilement prouvable. La plupart des victimes des pervers narcissiques vont se suicider, une partie.
il va les pousser jusque-là. C'est ce qu'on appelle le meurtre ultime parfait. Et donc c'est de ça dont il s'agit. Il a déployé énormément de choses pour que ça m'arrive. On voit réellement beaucoup maintenant de dossiers d'assistance éducative où le juge des enfants intervient parce que les enfants se retrouvent soit dans un conflit de loyauté, mais là on n'est pas sur de harcèlement moral, mais qui a eu une emprise de l'un sur l'autre, où il y a des relations clairement délétères entre les parents qui ne permettent pas aux enfants de grandir sereinement. Et ça, maintenant, c'est un critère qui permet au juge des enfants d'intervenir. Et dans le cas de violence physique sur une mère, les enfants sont présents. Les enfants, maintenant, sont considérés comme victimes et cités comme partie civile à l'audience. Et le juge des enfants aussi peut avoir une intervention. Il est même aujourd'hui démontré qu'une femme victime de propos, d'insultes, d'être ridiculisée avec un enfant présent, ça a des conséquences sur le développement psychique des enfants. Il se sent en insécurité avec lui, il ne se sent pas écouté. Quand son père lui dit des méchancetés à mon propos, c'est terrible pour notre enfant à recevoir ces choses-là. Donc je me dis qu'en fait, ça sert à rien que moi je fasse la même chose. Puis c'est pas constructif. Il voit bien en tout cas que son père est totalement instable. Donc l'instabilité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant pour notre enfant. Et le fait effectivement de ne pas se sentir important, c'est dur. Parce que son père ne fait absolument pas la démarche de le voir, de l'appeler, ça passe constamment par moi. Quand ça vient de lui, c'est tellement ponctuel que c'est presque risible. Pendant des années, ils ont dû se voir peut-être 2 week-ends par an, parce qu'à un moment, son père se souvenait qu'il avait un gamin et puis que ce serait peut-être pas mal de passer du temps avec lui. Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube. La seule manière pour qu'ils continuent d'avoir des rapports avec leur père, c'est de planter 3 coups de couteau dans le dos de leur mère. Et s'ils le font, ils auront prouvé leur loyauté auprès de leur père. C'est la seule manière. J'ai fait une main courante pour harcèlement. C'est 200 mails par jour, menace de mort. À ce moment-là, mes enfants étaient sous sa coupe. Et ils m'ont dit, on te pardonnera jamais d'avoir porté plainte contre papa. Je sais aujourd'hui où sont positionnés mes enfants. Donc ça me rassure. Ils ont compris, ils se font aider, ils se font soutenir. Moi, j'avais fait une erreur. J'avais dit, votre père est un pervers narcissique. J'aurais pas dû le dire. Prononcer ce mot-là ne permettait pas à mes enfants de faire le chemin complet pour qu'ils le comprennent, soit par eux-mêmes, soit par le biais d'un psy. Et en fait, mon soulagement est arrivé 3 ans après la séparation, quand un jour, le deuxième de mes enfants arrive chez moi et me dit, maman, la psy a dit que papa était un pervers narcissique. Maintenant, je le sais. Divisé pour mieux régner, il a monté l'un de mes enfants contre l'autre de mes enfants. Les mensonges sont multiples. Ça leur fait de la peine, c'est leur père. Je leur ai dit, on divorce pas, non pas. Mais pour leur santé mentale, ils peuvent pas. Parce qu'il est broie. C'est un broyeur d'âme. Donc il y a 2 idées majeures dans cette séparation. C'est, je suis folle. Il va falloir m'interner. Il va falloir recueillir des témoignages pour prouver que je suis folle, de manière à me faire interner. Donc tant que nous étions encore mariés par la loi, il avait cette capacité, ce pouvoir de pouvoir me faire interner à condition de réunir suffisamment de témoignages. Et témoignages ultimes, ceux de ses enfants, enfin de nos enfants. Donc il a tenté tout ça. J'ai peur du mal qu'il fait à mes enfants. À moi, je crains plus rien. Mais il est encore en mesure de faire du mal à mes enfants. Ce qui était plus difficile dans ma reconstruction après, c'est que quand on est parent d'un bébé, ça fait fuir. Donc les personnes que je pouvais rencontrer avaient pas du tout envie de s'engager dans une relation avec moi parce que j'étais jeune maman, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un à qui ça n'a pas fait peur du tout. Et puis surtout que je ne cherchais pas un père pour mon enfant. Un père, il en a un, il est ce qu'il est, mais c'est avec lui que je l'ai fait. Cet enfant, à lui d'en assumer le rôle ou pas. Puis mon gamin se construit avec toutes les personnes autour et puis qui sont fidèles au poste, qui sont là depuis toujours. J'ai été suivi très vite par plein de thérapeutes. Puis ils m'ont vachement aidé sur ma reconstruction. Donc une personne ne fait pas l'autre. Fort heureusement, les personnes border, violentes, quelles qu'elles soient, elles courent pas les rues non plus. Puis il y a plein de personnes en souffrance qui peuvent parfois aussi avoir besoin
d'être reconstruite et j'en fais partie. Et c'est pas parce que j'ai été en souffrance que je vais faire du mal consciemment. Mais je sais qu'à notre endroit, chacun peut commettre des erreurs. Mais en tout cas, la confiance, elle s'est pas perdue parce que je crois en l'être humain. Je préfère faire confiance, mais retirer mes billes si je vois que ça dérape, plutôt que de pas faire confiance et de louper une occasion d'être heureuse en rencontrant des gens, que ce soit de façon amicale ou amoureuse. J'ai quelqu'un dans ma vie, arrivé, je pense, dans une relation après tout ça, c'est pas facile, parce que il y a bien une promesse que j'ai faite à l'enfant de 8 ans que j'étais, c'est qu'on ne m'y reprendra plus. Donc je laisse rien passer. Et je lui ai dit, je suis désolée, il n'y a rien ne passera. Donc on peut se disputer pas mal, mais j'ai le droit de me disputer. Pendant plusieurs décennies, je n'ai pas eu le droit de me disputer. Là, j'ai eu le droit. Ça change. Et après, il y a des choses un peu étranges, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on est fragile d'avant. Je suis quand même en quête de qu'on me dise que je suis belle, que je suis intelligente, voilà, de ce fameux sucre, de ce fameux bonbon qui fait que nous tombons entre les griffes de ces hommes-là. Du coup, les règles de l'amour sont un peu biaisées. Il m'a biaisé les règles de l'amour. Être dans une relation, on peut dire, mais là, en fait, tu m'emmerdes. Jamais, sur plusieurs décennies, j'ai pu dire ça au père de mes enfants. Jamais. Je leur fais pas confiance. Il n'y a aucune confiance. Y compris avec l'homme avec lequel je suis. Moi, j'ai confiance aux femmes. J'ai confiance en mes enfants, mais les hommes, je ne leur fais pas confiance. Je peux pas. Ça m'a permis de mesurer la valeur que je pouvais avoir, de me réparer par rapport à ça et de me dire qu'effectivement, je suis quelqu'un de bien, avec mes failles, mais que je ne laisserai plus jamais personne me détruire de cette façon-là. Et ça m'a donné une certaine force. Je mets toujours du temps, je crois, à me détacher de certaines personnes parce que je reste convaincu qu'on ne naît pas mauvais, qu'on le devient, ça vient pas de nulle part. Mais si j'ai réussi à me sortir de cette relation-là, j'ai réussi aussi à me sortir d'autres relations, même professionnelles, toxiques. Donc quelque part, même si je peux mettre un peu de temps avant de voir les choses, n'en reste pas moins qu'aujourd'hui ma priorité, en dehors de mon enfant, c'est moi. Je crois que la force, c'est vraiment la chose que j'ai découverte. Je savais pas que j'étais aussi forte, parce que dans les épreuves de la vie, être capable de se relever, peu importe le temps qu'on met, c'est une super force. Donc continuer à faire confiance, continuer d'aimer, continuer de se dire qu'en fait, même dans les épreuves les plus compliquées de notre vie, il y a forcément de la lumière au bout du tunnel. Je crois que c'est ça que ça m'a appris. Maintenant, j'ai bien compris les mécanismes. L'emprise, c'est pas de l'amour. Parlez à votre meilleur ami, parlez à vos proches. Il existe des associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Il y a des avocats également qui peuvent faire preuve de professionnalisme, d'empathie, qui peuvent les aider. Qu'aujourd'hui, à la fois dans le cercle familial, amical, associatif, professionnel, on peut trouver des gens qui aident ces femmes-là. J'aurais envie de dire, faites-vous confiance, parce que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui déconne, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Puis n'ayez pas peur de partir. Il y a un adage qui dit qu'on est mieux seul que mal accompagné, mais c'est vrai. Partez, il y aura toujours du monde pour vous tendre les bras, il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir. Faut commencer par s'aider soi pour aider les autres. Alors déjà, il vaut jamais mieux mourir, ça c'est sûr. Une vie existe après, et une belle vie existe après. Quel que soit l'âge que nous ayons, il y a derrière une jolie porte. Personne ne mérite de vivre ça. Il faut partir. Et partir sans négocier. Vous perdrez à toute négociation. Donc ça sert à rien. Il faut juste sauver sa peau et la sauver de la plus belle des manières qui soit. Mais le conseil, c'est de se préparer. Dans la mesure du possible, se rapprocher d'associations, d'amis, avoir un soutien sur lequel on puisse s'accrocher parce qu'on va partir sans rien. On va partir vite. Une fois qu'on a dit qu'on partait, il faut partir. Ça se prépare. Il faut ouvrir un compte en banque. Vraiment, parce qu'il va tout bloquer. Moi, c'est la première chose qu'il a fait, bloquer tous les comptes, avec mon argent. Il m'a volé aussi. Donc, il va vous voler. Avoir une amie sécure, peut-être qu'il ne connaît pas trop, sur lesquels vous allez pouvoir avoir 4, 5, 10 jours sur lesquels vous allez pouvoir vous rassénérer, vous poser, ouvrir les choses et tout de suite prendre un avocat ou une avocate, tout de suite avoir ces activités-là et ne jamais accepter une rencontre sans un tiers. Jamais, 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 jamais. Ne prenez pas la voiture avec lui. Ne vous mettez pas en situation de risque. Vous avez vu tout le long, vous n'êtes pas dupe. Tout le long de votre parcours avec lui, vous avez vu ce dont il était capable. Il faut fuir et il ne faut pas se retourner.
Et je sais que c'est pas facile. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a le moment. Il aura à cœur de vous récupérer, il réussira si vous êtes suffisamment faible pour cela. Il vaut mieux partir quand on est en force, mais il faut partir avant d'être exsangue, puisqu'il a sucé tout le sang. S'il n'y a plus de sang, vous n'avez plus les capacités de partir. Donc il faut partir avant. C'est ça qui est difficile. Écoutez vos amis. Alors parce que aussi on a des déclics, moi tout ça c'est pas arrivé moi toute seule, c'est aussi à un moment donné bien plus tard dans la relation où j'ai des gens qui me disent mais personne ne fait ça en vrai, tu ne devrais pas avoir à supporter cela. Entendez ces petites voix, les voix elles sont là, elles sont autour de vous, elles vous parlent, une voisine, une amie, la maîtresse d'école, peu importe qui vous côtoyez, ce sont les pire des vampires. Vous avez le droit de ne pas avoir le courage de partir, parce qu'il en faut beaucoup. Mais quand vous l'aurez, partez. Et promis, une jolie vie existe. Parce que même s'il continue à vous emmerder, ce type, même si vous avez peur, j'ai été admirablement accueillie. Si vous portez plainte ou si vous faites une main courante, la gendarmerie Saint-Sever, il ne faut pas y aller. Je suis arrivée avec un dossier de 300 messages par jour et je voulais déposer une main courante pour harcèlement. Au guichet, il m'a dit « Si vous avez répondu une fois, c'est que vous êtes d'accord pour discuter avec lui, madame. » Donc je suis repartie en larmes. Je suis allée à la gendarmerie de Bois-Guillaume. Elle m'a accueillie pendant 3 heures. Elle a été exceptionnelle. Elle l'a appelé. Elle lui a dit « Monsieur, je vais vous condamner. » Et il a dit « Non, c'est moi qui suis la victime. » Et elle lui a dit « Monsieur, mon bureau est ouvert jusqu'à 20h. Je vous attends avec autant de documents que madame. » Elle a été formidable. Donc il y a des endroits où on peut être entendu, écouté. Elle lui a fait peur. C'est des pleutres. Sachez-le, mesdames. Je vous jure, c'est des pleutres. C'est des pleutres. Sortis de vous, sortis du sang qui vous pompe, le reste, ils sont pas courageux. Donc plus on est entouré, plus on est aidé, plus on est soutenu avec une asso, avec une gendarme, avec une avocate, avec des amis. C'est merveilleux si on a des amis. Une famille extraordinaire si on l'a. Mais il n'y a pas que tout ça. Juste pas être toute seule. Juste ça. Et partez. Vous allez voir. J'ai une vie extraordinaire. C'est des pleutres. Sachez-le, mesdames. Je vous jure, c'est des pleutres. C'est des pleutres. Je tiens à remercier tout particulièrement le docteur Membray qui m'a fait l'amitié de témoigner pour cette émission en me demandant de bien préciser qu'il n'est pas spécialiste. Je remercie également Maître Karoubi Suganas ainsi que Marie et Anna qui m'ont donné leur confiance pour ce témoignage. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. C'était la dernière émission de la saison. Je vous propose de nous retrouver dès la rentrée. En attendant, bonnes vacances et bonne écoute sur nos ondes. Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.